Nous avons souvent l'impression que le judaïsme empêche ou brime l'expression de l'art, de toutes sortes d'art, d'émotions. Peut-être que cette impression vient du fameux verset de la Torah qui interdit toute représentation. Mais bien évidemment, les choses sont beaucoup plus fines que cela. On ne peut pas être aussi catégorique. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un très grand artiste français, Gérard Garouste, peintre, graveur. Merci d'être là aujourd'hui, Monsieur Garouste. Et pour commencer à découvrir l'œuvre de Gérard Garouste, je voudrais tout d'abord que l'on découvre l'homme Gérard Garouste. Vous vous présentez vous-même, dans l'un de vos livres, dans L'Intranquille, comme étant le fils d'un salopard. Et je voudrais que vous puissiez nous expliquer pourquoi cette expression, et surtout de nous expliquer quel est votre cadre dans lequel vous avez grandi dans votre enfance. Oui, écoutez, c'est une question très forte, mais il faut dire qu'elle a eu beaucoup d'importance dans mon enfance. C'est vrai que, tout simplement, je suis issu d'une famille antisémite pendant la guerre, et même plus qu'antisémite, ils ont collaboré et spolié des biens juifs. Mon père était commerçant, famille chrétienne, famille de commerçants, et donc ils ont spolié plusieurs magasins. Et dans mon enfance, évidemment, cet antisémitisme, c'était quelque chose de classique. Mais plus tard, quand je me suis retrouvé en pension, j'avais des petits copains juifs, et là, on se pose des questions. Et alors, il y a deux attitudes possibles. Soit on adopte le costume de la famille et on passe on enfouit tout ça, ou alors on se dit, mais c'est quoi le judaïsme ? Et puis on est confronté évidemment à une question d'injustice. Et là, quand on commence à se poser des questions, là, je dirais paradoxalement que ce côté négatif a eu des effets très positifs chez moi, parce que tout d'un coup, ça m'a invité à m'aventurer dans le judaïsme et de découvrir des choses merveilleuses. Est-ce que vous avez baigné dans l'art en étant déjà tout petit, ou est-ce que vous y êtes arrivé petit à petit à travers les événements de l'existence ? Vous savez, j'ai été très dyslexique quand j'étais petit, très mal. D'ailleurs, je me demande si je le suis pas encore aujourd'hui. Et mon seul refuge, c'était le dessin. Même tout petit, j'étais très mauvais à l'école, tellement mauvais que j'étais dans une boîte de curé dans mon enfance, avant d'être en pension. Et dans cette classe, il y avait deux élèves. On était deux élèves à être tellement mauvais que l'abbé qui nous faisait la classe avait inventé une sous-classe de deux élèves. Donc on était dans cette sous-classe de classe, soit j'étais premier, soit dernier. Incroyable. Incroyable. Mais pour vous dire qu'on n'était même pas au niveau de la classe, c'était un désastre. Et donc, ce qui m'a toujours sauvé, un petit peu, vous savez, comme quelqu'un qui se noie et qui agite ses bras, ben moi, agiter mes bras, c'était de dessiner, c'était ma seule identité, c'était de dessiner, parce que, encore une fois, j'ai tout raté, tous mes examens, j'ai passé 8 fois mon permis de conduire, vraiment, j'étais très mauvais dans mes études, mais le dessin, grâce au dessin, j'ai pu faire les beaux-arts, et puis voilà, quoi. Vous me faites penser à un texte chassidique de l'histoire de deux souris. Vous connaissez cette histoire, M. Garouste, je vous la rappelle. Une souris qui est perdue en plein milieu d'un seau plein de lait. Et elles sont deux, et l'une dit à son amie, mais arrête de te débattre, de toute façon, nous allons mourir. Et l'autre de dire, non, mais plus je bats de mes pattes, et plus j'ai l'espoir de transformer ce lait en beurre ou en fromage pour pouvoir survivre. Et finalement, c'est un peu votre histoire. Ça veut dire que la difficulté de la vie, de votre parcours scolaire, finalement, vous a permis de découvrir un autre potentiel qui, finalement, est celui qui vous a porté jusqu'à aujourd'hui. J'irais même un peu plus loin dans le sens de votre histoire, c'est que la deuxième souris, la première souris est intelligente, on ne peut pas se sortir de ce seau, donc elle abandonne.
parce qu'elle est intelligente. Et la deuxième, elle est simplement têtue, elle aime la vie, et elle bat ses petites pattes comme ça, et sans savoir ce qui va se passer, elle bat tellement de ses petites pattes que finalement elle arrive à sortir j'aime l'idée que simplement par volonté, même plus par intelligence, par le besoin de vivre, elle s'en tire. Et cette histoire que... Moi, c'est une grand-mère qui m'a raconté, pas ma grand-mère, mais une grand-mère, et qui, c'est la grand-mère de Jean-Michel Ribes, qui est un ami. Et c'est quand elle m'a raconté cette histoire, ça a été très important pour moi. Elle m'a complètement rassuré, cette histoire. Parce que je la trouve très très belle, parce que moi j'étais très très mal dans mon enfance, très déstabilisé, et des histoires comme ça m'ont beaucoup rassuré. Et est-ce que, peut-être que finalement, ces deux souris, mais je rebondis par rapport à ce que j'ai pu entendre de vous sur l'une de vos œuvres qui est assez magnifique, qui est au parc de Saint-Cloud d'ailleurs, est-ce que ces deux souris ne représentent pas d'un côté le classique et l'autre l'intuitif ? Avec le fameux classique et l'Indien que vous avez pu représenter à différentes reprises d'ailleurs. Le classique et l'Indien, c'est un rêve que j'ai fait en effet, où il y avait une espèce de voix off qui me disait dans la vie, tu as deux sortes d'individus, un classique et un Indien. Mais c'est vraiment un rêve que j'ai fait. Et qu'est-ce que représentent ces deux notions de classique et d'Indien? Je me suis posé la question en me réveillant, en me disant, mais quel est le rapport entre classique et un Indien? Je vois un classique et un moderne, ou un classique et un baroque, mais un Indien avec un cow-boy, mais quel est le rapport? Et c'est justement mon ami Jean-Michel Rey qui avait fait de l'espagnol, qui me dit, mais tu as fait un jeu de mots entre classique et cacique. Parce qu'un cacique, c'est un chef indien pour les conquistadors espagnols. Donc tout d'un coup, j'ai fait à l'intérieur de mon rêve un jeu de mots entre classique et classique et cacique. Et donc, si vous voulez, mon rêve, ça veut dire simplement que dans la vie, en effet, il y a des classiques avec un homme politique, etc., bien sous tout rapport, je dirais, raisonnable, intelligent. Et puis l'Indien, c'est quelqu'un qui est un peu dans la pénombre, qui se faufile, mais qui est du côté de l'intuition. Il est plus du côté de l'inconscient. Là, le classique est plus conscient, visible, etc. Mais l'idéal, c'est d'être les deux. Bien sûr, on a besoin que des le classique, on est franchement ennuyeux, mais que indien, on ne sort pas de l'hôpital psychiatrique. Lorsque vous vous apprêtez à entamer une nouvelle œuvre, que ce soit un tableau ou une sculpture, est-ce que justement c'est votre côté indien qui prend le dessus, ou est-ce qu'il y a encore le côté classique de la raison? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Plus en avant, en tout cas. Alors, ce qui est classique, c'est-à-dire, je dirais, ce qui est conscient chez moi, ce sont mes recherches, mes études, mes livres. Je suis curieux à l'intérieur de... Moi, vous savez, j'aime pas trop les romans, même si j'aime beaucoup Kafka. Si je m'intéresse à rentrer plus profondément dans l'œuvre de Kafka, je suis pas un lecteur de romans, mais par contre, les essais... Bon, alors disons que j'ai un côté très classique comme ça dans mes études, mais j'ai toujours sur moi un carnet, parce que les idées, les choses, intuitions, viennent au moment où on s'y attend le moins. Même si je suis en voiture, je m'arrête comme si j'avais peur que l'idée, que je perde un peu cette idée. Et hop, je m'arrête et je fais un petit croquis de l'idée que j'ai, parce que jamais je vais dans l'atelier, je rentre jamais dans mon atelier en me disant, tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir peindre aujourd'hui? Ça, je connais pas. J'ai toujours mon journal, mon carnet de notes, des croquis, et puis voilà. Au contraire, plus un dessin que j'ai fait il y a 6 mois, avec le temps, je vois si vraiment je peux m'en nourrir. Et donc, le côté inconscient, c'est... vous savez, le côté inconscient, c'est comme... J'ai fait une Megillah Esther. Et moi, il y a un passage que j'aime énormément dans Megillah Esther. C'est le moment où Assuérus, le roi Assuérus, il a une insomnie la nuit, et il se demande ce qu'il peut faire, et donc il décide de relire. Il n'arrivait plus à dormir. Il n'arrivait plus à dormir. Et il relit son journal, quoi. Il relit les annales.
Et ça va changer. C'est ça en fait le Purim, parce que c'est ça qui va. Et ce moment où il n'arrive pas à dormir, d'où il vient. C'est du côté de il était préoccupé inconsciemment. Il avait des soucis, quoi. Et c'est ce moment. Je dirais c'est ça, ce moment indien. Et ça, quand j'ai, comme tout le monde, des moments indiens, je les chéris et je les écris pour pas les oublier. Alors je vois effectivement ici dans ce recueil En chemin qu'il y a quelques représentations de vos fameux carnets. Je crois que vous avez toujours avec vous, quel que soit le moment. Donc finalement, est-ce que c'est plutôt des esquisses ou plutôt une ébauche d'un travail préparatoire finalement à une œuvre qui va mûrir dans votre esprit et qui va finalement prendre jour? C'est avant tout vite une idée, un croquis. D'abord, j'appelle ces carnets notes et croquis, parce qu'il y a des notes et des croquis. Mais il y a, de temps en temps, entre deux rendez-vous, quand je m'ennuie un peu, je regarde mon carnet, et puis je m'amuse à parachever mon petit croquis. Et ça devient, alors là, tout d'un coup, ça devient une esquisse. Et puis, si elle est bien partie, alors je peux la redessiner mieux, de manière à ce que là, tout d'un coup, ça devient vraiment une ébauche dont je vais me servir plus tard dans le tableau. Ça se construit petit à petit. Il n'y a pas de décision. Vous savez, c'est comme des dessins de téléphone. Encore une fois, il n'y a jamais l'idée qu'est-ce que je vais faire. Non, je décide pas. C'est dans ma tête et ça vient petit à petit. Alors justement, parlons un peu de vos œuvres. Est-ce qu'il y a toujours, en tout cas on le voit de manière très forte, une attache juive que l'on arrive à découvrir très rapidement? D'ailleurs, vous le dites, vos tableaux ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent à ceux qui les regardent, ceux qui sont en face. C'est-à-dire que c'est une invitation à la réflexion et à chercher derrière le tableau. Ce qui a pu être dans votre esprit au moment où vous avez pu prendre le pinceau et les différentes couleurs qui viennent habiter ce tableau. Alors, est-ce qu'il y a nécessairement un lien avec soit un texte biblique ou un texte midrashique, une allégorie présentée dans les fameux écrits de nos maîtres dans le Talmud ou dans les différents midrashim? Quel est votre rapport par rapport à cela? Simplement, il y a des périodes où où j'ai pu être totalement dans les midrashim. Par exemple, dans ma dernière exposition qui s'appelle Zeugma, j'ai carrément même été pris c'était une Ravruta, c'était une étude que j'ai fait avec Marc-Alain Wachtin, et on a travaillé 2 ans sur une page du Talmud. Ça a été le fruit de ma dernière exposition. Mais il peut y avoir des séries qui sont autour des midrashim, et puis aussi d'autres périodes où ça a été Goethe avec le thème de Faust, qui est pas loin comme thème du Golem, du Maharal de Prague, le Maharal de Prague et le docteur Faustus, tout ça est lié. Mais enfin, il y a toujours, vous savez, entre les mythes. Pour moi, la Bible, je prends comme un mythe biblique avec cette dimension, avec son éthique. Mais il y a une chose qui est très simple pour moi, si j'ai bien compris, c'est que les mythes, on les retrouve par exemple, la Bible, les mythes bibliques, on peut les retrouver en Mésopotamie ou même du côté de l'Égypte, de la Perse, etc. Ce qui donne la richesse de ces mythes, c'est leur interprétation, c'est-à-dire justement la dimension talmudique à partir de ça. Donc moi, évidemment que je suis fasciné par les Agadotes ou par les Midrashim, parce que tout d'un coup, c'est des petites histoires, c'est des petites comptines, comme des petites fables. D'ailleurs, il y a certains Midrashim, qu'on retrouve chez La Fontaine et qu'on retrouve chez Ésope. Bien sûr. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis quand on voit Rabbi Nachman de Barslav qui prend des contes
qui était un peu folklorique à son époque, et qu'il en fait des contes très très racidiques. Enfin, donc là, c'est tout à fait c'est cette dimension du mythe et de la légende qui rentre dans l'éthique et qui est passionnante. C'est-à-dire que finalement, le texte même ne nous enferme pas. Voilà. Ça veut dire qu'on ne veut pas s'enfermer dans les lettres qui composent les différents mots du texte biblique, mais de voir que chacune de ces lettres vient porter finalement un message, toute une façon de voir et d'aborder la vie. Là, vous êtes au cœur de ce que j'adore, de ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et là, encore une fois, c'est grâce aux études que j'ai faites avec Marc Alain, plus qu'avec d'autres. Ça fait des années que j'étudie l'hébreu avec un professeur Yaakov qui est formidable. On tourne autour du pshat, c'est fantastique. Mais avec Marc-Alain Ouaknin, j'ai justement travaillant sur Rabbi Nachman de Braslav, on n'est même plus dans l'histoire qui se raconte, on est dans le mot, mais dans le mot, on est dans la lettre, et tout d'un coup, par occurrence, par jeu de lettres et de valeurs, de valeurs numériques, tout d'un coup, on part ailleurs et on quitte cette histoire pour qu'elle prenne une dimension autre. Et j'ai l'impression que c'est un peu je crois que c'est André Néa qui disait que si vous voulez comprendre la Kabbale, commencez par lire Kafka. Je crois que c'est lui qui disait ça. Et ça donne vraiment envie de lire exact. Kafka. Vous dites, ah bon, et alors ce qui est drôle... On va découvrir tout de suite. Et alors quand on lit Kafka, c'est pas évident, mais c'est passionnant. Monsieur Garou, je voudrais partager avec vous le texte d'un midrash. Je sais que vous êtes très friand de ces midrashim, pour essayer peut-être de rebondir, donner un sens profond à ce que peut représenter l'art dans la vision juive. Le texte du midrash se situe juste à la fin de l'épisode du déluge. Au moment de la sortie de l'arche de Noé, Noé se retrouve donc en dehors de l'arche face à ses 3 enfants. Il a 3 enfants, Shem, Ham et Japheth. Ces 3 enfants, en réalité, représentent 3 éléments différents qui vont être maintenant la base de la nouvelle humanité qui se met en place. Ham, qui se dit en hébreu, enfin la traduction en français, c'est le chaud, représente tout ce qui est instinctif, justement. On en parlait tout à l'heure, c'est chaud, ça vient du cœur, sans forcément qu'il y ait de raison. Il y a Japheth, qui représente le beau. Et il y a Shem, qui lui représente l'étude. Shem est celui qui réside sous l'attente de l'étude de la Torah, c'est-à-dire de la prise de conscience de l'existence de Dieu sur terre. Et Noach, va s'adresser à chacun de ses 3 enfants. Une mauvaise lecture du texte nous ferait croire qu'il va maudire l'un de ses enfants. Mais on ne peut pas l'imaginer, je ne peux pas l'accepter. En réalité, lorsqu'il va s'adresser à Ham, en lui disant « tu seras le serviteur de tes frères », ce n'est absolument pas pour le soumettre dans un sens d'esclavage, pas du tout, mais plutôt pour créer un lien entre l'instinctif, Ham, qui est son identité, avec justement le beau et le raisonnable. Par contre, lorsqu'il s'adresse à son fils Japheth, le beau justement, il dit qu'il doit résider sous les tentes de Shem, c'est-à-dire que Noé crée un lien entre le beau et le bon. Alors je vous pose la question, est-ce qu'il y a un danger au beau ? Est-ce qu'un beau qui serait assommant, qui nous priverait de toute liberté ou de toute faculté à réfléchir, à aborder les choses, est-ce que ce beau serait effectivement dangereux pour l'individu ? En tous les cas, dans notre culture occidentale, le beau peut être très dangereux parce qu'il est porteur d'images subliminales. Dans la peinture de la Renaissance, à travers le beau, ça véhicule d'autres choses. Je peux vous donner un exemple très précis. Vous avez à Colmar un petit musée juste pour le polyptyque d'Issenheim. Et il y a un volet, comme dans tous les polyptyques, c'est peint par Grunewald, chef-d'œuvre de la Renaissance,
Donc c'est très très beau. C'est une œuvre dont on ne revient pas en question parce que justement, elle porte toute la beauté. Et donc, entre beauté et vérité, il y a déjà du lien. C'est là le piège. Parce que tout d'un coup, si vous prenez le premier volet de ce polyptyque, ça représente l'Annonciation, thème très important. Et ce premier volet a une particularité, ce qui est assez rare dans cette Annonciation. Parce que l'Annonciation, c'est simplement l'archange Gabriel avec la Vierge. Mais là, dans ce polyptyque peint par Grunewald, il y a l'archange, la Vierge, et au pied de la Vierge, il y a l'évangile d'ouvert, l'évangile de Matthieu ouvert, écrit en latin. Mais ce qui est très rare, et si vous en trouvez un deuxième, vous me le montrez, ça m'intéresse, il y a dans ce même polyptyque, en haut, Isaïe, le prophète Isaïe. Parce que le verset qui est important, c'est le texte en français dit « Et d'une vierge naîtra un fils, Emmanuel ». Or, et d'une vierge, évidemment, là on tombe dans Betula. C'est ça, l'interprétation du terme. Or, on sait que rien que ce mot, Betula Alma, Betula Vierge, Alma, jeune fille, c'est porteur, ça a fait des guerres de religion. Et ce que je trouve de terrible, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, même encore aujourd'hui, il n'y avait pas si longtemps, il y a eu l'anniversaire de Grunewald, de ce chef-d'œuvre de la Renaissance. Et on n'a pas encore, on ne veut pas analyser cette histoire du rapport entre la peinture et le texte. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans le musée, vous lisez, voilà, une vierge. Une vierge a mis au monde le fils qui va être Jésus, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question. Et là, ça passe par la beauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. On n'est pas dans une étude philosophique, on n'est pas dans une étude historique, on est carrément dans une image subliminale qui passe directement de la beauté à la vérité. Là, c'est ça. Donc il nous faut un beau qui ait du sens, oui, et qui soit rattaché à finalement à du bon. Ou de la vérité. C'est ça, ou à la vérité. Vous savez, le nazisme, la beauté, il y a quelque chose de très beau dans les costumes nazis, noirs, blancs, rouges, etc. Il y a une vraie... les défilés, c'est une vraie beauté terrible, mais c'est très beau. Et ça se confond avec l'ordre, la vérité. Etc. Donc, dans la beauté, il y a quelque chose de subliminal. On peut parler d'autres termes, mais la beauté est dangereuse. Et d'ailleurs, moi, personnellement, le paradoxe, c'est que je fais des tableaux, mais d'une certaine manière, mes tableaux sont de mauvais goût pour beaucoup de monde, et la beauté est un piège. Je souhaite qu'on ne soit pas dupe de la peinture. Alors, maintenant, il faut voir les sujets qu'on aborde en peinture. Mais vous savez qu'à la Renaissance, il y avait des couleurs. Violet, c'était la couleur de la connaissance. Jaune, c'était la trahison. Alors, évidemment, Judas était... Donc, nous, on est quand même... Là, on parle en France. Notre culture, dans la peinture, vient de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est très beau. Il y a tous les chefs-d'œuvre de la Renaissance, mais c'est bourré de messages subliminaux qui vous orientent la pensée. Alors ces différents tableaux sont exposés, que ce soit dans des galeries ou dans des musées. Et je voudrais que l'on profite de l'occasion pour faire un petit détour vers le musée d'art de Tel Aviv. Est-ce que, Gérard, est-ce que vous connaissez ce musée ? Oui, je connais, oui, je l'ai visité. Et surtout, je l'ai connu à l'époque de Yona Fischer. Il était question de parler d'une rétrospective à l'époque, mais ça fait très longtemps. Et puis, voilà, les années passent et peut-être qu'un jour, je ne sais pas l'avenir, mais c'est un très très beau musée, surtout depuis qu'il y a eu des travaux, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors voyageons ensemble vers ce musée d'art de Tel Aviv. Munch, Picasso, Kandinsky, Modigliani. Qui aurait cru que la résidence de Meir Dizengoff, le tout premier maire de Tel Aviv, deviendrait un musée d'art moderne mondialement connu ? Pourtant, chaque année,
Près d'1 million de visiteurs venus du monde entier se pressent aux portes de la rue Shlomo Ameler. La création du musée d'art de Tel Aviv remonte à 1932, il y a 86 ans. Il a été conçu selon la vision du premier maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff. Il avait la conviction qu'une vraie ville devait avoir son musée. Il avait également compris que ce musée devait avoir sa propre collection. Il a donc approché des artistes ici, en Palestine. C'était encore la Palestine. Et aussi des collectionneurs qui avaient fui l'Allemagne entre 1932 et 1933, lors de l'ascension du parti nazi au pouvoir. Certains réussirent à sauver de magnifiques œuvres d'art et les ont rapportées ici, en Palestine. Ils firent des donations au musée, l'enrichissant de fantastiques collections. Ainsi, nous avons par exemple un nombre important d'œuvres sur l'expressionnisme allemand et aussi l'unique collection d'Archipenko de Zygmunt Göritz. Et c'est peut-être la plus importante au monde puisqu'elle contient les premiers travaux de sa période parisienne. C'est donc grâce à cet appel aux collectionneurs juifs d'Europe que cet immense patrimoine a été préservé de la spoliation. Ainsi, pierre après pierre, œuvre après œuvre, le bâtiment est entré dans l'histoire du pays. En 1948, ici, au musée, Ben Gurion déclare l'indépendance d'Israël. Et je ne connais pas beaucoup de villes ou même de pays qui aient déclaré leur indépendance dans leur musée. On peut dire que l'art, le musée et l'État d'Israël sont très proches, du moins connectés. Si aujourd'hui le musée expose bon nombre de jeunes talents, la collection permanente, elle, mise sur les valeurs sûres de l'art contemporain du XXe siècle. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que la première œuvre et le premier artiste à avoir été répertorié au catalogue du musée d'art de Tel Aviv est Marc Chagall. Et aujourd'hui encore, ces toiles sont toujours exposées ici, ce qui permet aux visiteurs d'admirer à la fois ses chefs-d'œuvre et les tout premiers dons qui ont été faits au musée. Depuis sa création en 1932, les habitants de Tel Aviv se sont complètement appropriés ce lieu. Certains d'entre eux n'hésitent d'ailleurs pas à s'y engager comme bénévoles. Faire du bénévolat ici était une belle opportunité et il y a à ce sujet énormément de possibilités d'épanouissement en tant que volontaire. En Israël et le monde entier, le musée de Tel Aviv est un musée extrêmement dynamique dans le domaine de l'art moderne. Très connu, très grand et d'une manière générale, c'est le plus grand musée d'art moderne en Israël. Il y a énormément d'expositions temporaires sur beaucoup de sujets divers et variés, des films, des affichages, des expositions. C'est un immense lieu pour l'art en général. Toujours en mouvement, le musée a inauguré une nouvelle aile en 2011. 19 000 m², des salles de cinémas et de spectacles, l'endroit attire une foule toujours plus éclectique. Tout le monde vient au musée, les enfants, les écoliers. Nous avons même des programmes pour les tout-petits. Et c'est ce que je préfère. Voir tous ces enfants assis en rond dans le hall d'entrée, ébahis devant ce qu'ils découvrent. C'est comme s'ils étaient en train d'assister à un miracle. Et nous avons aussi bien sûr des programmes pour toutes sortes de personnes, pour les plus âgés, les touristes, les habitants de Tel Aviv, enfin, pour tout le monde, quoi. Cette nouvelle aile offre un espace entièrement dédié à l'art israélien, une véritable découverte pour les visiteurs. Je suis venue ici parce que je suis étudiante en muséologie. Je m'intéresse beaucoup aux musées, aux galeries, à l'art. C'est ce dans quoi j'aimerais travailler. J'ai pu voir des œuvres impressionnistes que je ne m'attendais pas à trouver ici. Des œuvres post-impressionnistes, contemporaines, modernes, des années 60 et 70. C'est un beau mélange de plein de choses et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis vraiment très impressionnée par les collections de ce musée. Je pense qu'il y a comme un souffle international dans le choix des œuvres et des artistes exposés ici.
Et je ne vois pas vraiment de différence entre ces expositions et celles que j'ai pu faire à New York ou même en Italie. J'aime cette inspiration internationale, la respire internazionale, comme on dit en Italie. Le musée d'art moderne de Tel Aviv est aujourd'hui l'un des lieux majeurs de la vie culturelle foisonnante du pays. Alors Gérard, si vous voulez bien, je voudrais que l'on puisse analyser quelques-unes de vos œuvres. Tout d'abord, j'ai remarqué, à travers différents tableaux que vous présentiez, la place très particulière que vous donnez à l'âne. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et qu'est-ce qu'il représente dans votre lecture et puis bien évidemment dans la lecture peut-être juive et midrashique? Vous savez, justement, l'âne, je l'ai rencontré Hamor dans mes cours d'hébreu avec mon professeur. Et tout de suite, j'ai été... le mot lui-même, c'est là où tout d'un coup, on n'est plus dans l'image, mais dans le sens. C'est Kramor, c'est la même racine que matière. Et c'est pas un hasard si, dans Zacharie, par exemple, il y a l'idée du Messie qui arrive sur un âne. Il y a, d'ailleurs, dans ce verset, il y a l'âne, l'ânesse et l'ânon. Comme ça, on est sûr de ne pas... Exactement. Et exactement, en réalité, pour avoir les termes hébraïques, le mot chamor, donc l'on traduit par âne, la matière c'est chomer, mais comme vous le savez, comme nos téléspectateurs le savent, en hébreu il n'y a pas de voyelles, c'est-à-dire qu'il n'y a que les consonnes, donc les 3 lettres de la racine sont exactement les mêmes, donc la matière, la matérialité, l'âne, et finalement tout l'enjeu de l'existence est de savoir qui prend le dessus. Est-ce que c'est l'âne ou est-ce que c'est l'esprit ? Alors ça, c'est déjà le commentaire. Mais tout simplement, l'âne, il y a aussi dans la manière dont il est utilisé dans le pshat, c'est-à-dire, à un moment donné, j'aime énormément ce passage où c'est le passage de Balaam, l'ânesse de Balaam. Et c'est un des moments les plus importants au niveau des prophéties, parce que Balaam est un prophète idolâtre. Et son chef de guerre, Balak, lui dit viens maudire les troupes d'Israël. Et c'est l'ânesse qui veut pas y aller parce que elle voit l'ange qui lui dit n'y va pas. Et Balaam tape son ânesse parce que lui il voit rien, il voit pas l'ange. Et c'est l'ânesse moi j'aime beaucoup ça, c'est l'ânesse qui parle à Balaam et qui lui dit mais enfin tu vois pas cet ange qui me dit de pas y aller, etc. Finalement il ira, Dieu finalement lui dit tu peux y aller, donc il va maudire comme prévu les troupes d'Israël, et au moment où il est face au campement d'Israël, il donne des louanges, qu'elles sont belles, tes tentes, etc., des très beaux versets. Balak nous s'arrache les cheveux en disant « Mais je comprends pas, je te demande de les maudire et tu les bénis ». Ce qui fait que la bénédiction de Balaam est une des plus belles choses parce que ça vient justement d'un prophète idolâtre, c'est-à-dire du camp ennemi. Eh bien ça, pour moi, c'est extraordinaire parce que tout y est là. C'est-à-dire, si dans le texte biblique, les ânesses se mettent à parler et que Balaam dit une chose fondamentale dans la pensée, la pensée biblique, c'est donc qu'il ne faut pas prendre les choses au premier degré, c'est-à-dire tout le monde sait qu'une ânesse ne parle pas et que cette histoire et que l'ange on le voit pas, mais l'ânesse le voit. Donc c'est une invitation à la réflexion. Mais je peux peindre cette scène en tant que tableau. Moi aussi, je peux la peindre, l'ânesse avec l'ange et tout ça, parce que moi, je suis du côté du fantasme de l'ânesse. Donc, j'aime beaucoup cette histoire. Et d'ailleurs, si on va dans ce sens-là, vous savez, dans le fameux Messilat Yesharim, le chemin de la rectitude, en introduction, le Ramchal, l'auteur de ce livre, nous explique que nous ne devons pas avoir peur du monde de la matière. Souvent, certains se disent non, dans le monde de la Torah, dans le monde de la spiritualité, il faut se déconnecter complètement de toute matière et s'élever spirituellement. C'est faux. Dieu nous a créés dans un monde matériel. Tout l'enjeu est de savoir comment sublimer cette matière. Et l'exemple que vous donniez avec Bilam, donc ce fameux prophète, et son ânesse, c'est tout de même très intéressant. C'est-à-dire que la matière, représentée par l'ânesse,
voit le spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où elle prend conscience d'une existence qui sublime tout cela, qui est au-delà de la matière, mais lui, qui est normalement censé être plus fin que son ânesse, eh bien lui se rabaisse plus bas que la matière. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nos maîtres nous enseignent qu'il cohabitait avec son ânesse. Pourquoi nous dire ça? Pourquoi avoir cette image sale du texte? En réalité, c'est peut-être cette idée-là qui est cachée derrière. C'est qu'il a bafoué, il a rabaissé le plus bas possible la matière, et donc il nie toute part spirituelle, et donc c'est pour ça qu'il va insister pour maudire le peuple d'Israël à l'encontre de la volonté de Dieu, finalement. Alors, est-ce qu'il faut que j'associe ça à un autre souvenir que j'ai d'un âne? C'est que quand j'étais petit à l'école, tout petit, là, ma maîtresse, voyant mes dictées si nulles, où j'avais vraiment 0, elle m'avait fait, pendant le cours, en papier, elle m'avait fait un bonnet d'âne, et pendant la récréation, j'avais mon bonnet d'âne et ma dictée accrochée dans le dos avec 0, et tous les petits copains qui tournaient autour. Alors, est-ce qu'il faut... Elle a dû penser que vous étiez enfermé dans la matière alors que vous l'avez sublimé en réalité. Alors justement, pour parler de cet âne que l'on retrouve également dans ce fameux tableau du passage. Alors c'est un tableau qui m'a beaucoup intrigué, parce qu'on retrouve d'un côté l'âne. Sur l'âne, il y a Mein Kampf. Derrière, il y a un homme qui marche, alors de manière très surprenante d'ailleurs, et ça revient souvent sur vos tableaux, la position de l'homme est un peu désarticulée, il va dans 2 sens en même temps, c'est-à-dire que son visage va dans un sens, ses pieds sont orientés vers un autre sens, il tient entre ses mains la Septante, la traduction de la Bible, et il a au-dessus de sa tête un livre de psaumes avec le psaume numéro 56. Alors bien évidemment, ce tableau est très intriguant. Mein Kampf, la Septante, et un psaume, le psaume numéro 56. Notre regard est là, mais nous sommes peut-être un peu intrigués et nous cherchons à comprendre ce qui se cache derrière. Quelle est l'idée que vous avez voulu nous passer à travers ce tableau? Eh bien, déjà, la première chose à faire, c'est de faire un tableau suffisamment intéressant pour qu'on ait envie d'en savoir plus. Parce que si le tableau est mauvais, on passe devant. Donc il faut déjà accrocher le regard du spectateur. Et en effet, maintenant, il y a 3 images fortes. La Septante, Mein Kampf. Quel est le lien entre les 3? Eh bien, c'est une histoire, pour moi, c'est une époque, c'est un tableau assez ancien, et c'est une époque où j'ai été dans mes cours d'hébreu à découvrir l'hébreu, c'est un hébreu, on faisait avec Yaakov, on fait un hébreu biblique, et j'ai été plusieurs fois choqué par les traductions, par les mauvaises traductions. On parlait tout à l'heure de Alma et Betula, mais même si on prend Bereshit, le premier mot, enfin tout, on peut rien traduire. Et donc, déjà, quand on lit, alors le psaume 52, 56, ça aurait pu être le 52 aussi d'ailleurs, mais enfin, pourquoi le psaume 56? Parce que c'est une allusion au commentaire du psaume 56 de David, commentaire par saint Augustin. Et là, saint Augustin fait un commentaire de ce psaume en disant mais les Juifs ne comprennent rien à la Bible. Nous sommes le texte biblique et pour nous les Juifs sont porteurs de cette nouvelle qu'ils ont magnifiquement écrit, mais c'est à nous que ça s'adresse, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et à cette époque-là, j'étais violemment choqué justement par Saint-Augustin, d'autant plus que Saint-Augustin, à une époque, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un mec intelligent, c'est un personnage intelligent. Il a écrit sur le temps et la mémoire des choses fantastiques. Et moi, j'avais fait un livre sur Saint-Augustin, sur la mémoire, justement, le livre 10. Et là, tout d'un coup, quand j'ai découvert la position de Saint-Augustin, j'ai été choqué. Et à cette époque-là, j'ai voulu faire un tableau comme ça, parce que finalement, de mauvaises interprétations, c'est-à-dire que Saint-Augustin, il est peut-être très intelligent, mais il est passé à côté de la Bible. Et je vois aucune référence par rapport au Talmud. Or, pour moi, on ne peut pas, c'est une question personnelle, mais on ne peut pas passer à côté de la Bible sans toucher au Talmud. Et donc,
c'est l'effet papillon entre Saint-Augustin, la Septante, où il y a des grandes erreurs d'interprétation aussi, et puis ça va c'est de plus en plus grave pour moi, ça va jusqu'à Mein Kampf, c'est-à-dire une mauvaise compréhension du judaïsme avec un côté quand on connaît pas quelque chose, on finit par le haïr, etc., d'être passé à côté. Et donc c'était une époque où j'étais très choqué. Aujourd'hui, je le suis moins. Je ferai plus des tableaux aussi violents que ça, mais pour moi, à cette époque-là, je voyais vraiment un rapport qu'on pouvait discuter entre les commentaires de Saint-Augustin, la Septante et Mein Kampf. Alors c'est très intéressant de remarquer que dans la tradition juive, talmudique notamment, lorsqu'on nous parle donc de la Septante, l'origine de la Septante, à l'époque de Ptolémée, qui avait la plus grande bibliothèque qui puisse exister à ce jour-là, avec toutes les sciences, toutes les connaissances, et il lui en manquait une. Il lui manquait la Torah. Et il ne pouvait pas avoir accès à la Torah dans son texte originel, en hébreu, et donc il a convoqué des maîtres juifs, des rabbins, pour traduire la Torah en grec. Et le texte nous dit que miraculeusement, tous les rabbins ont donné la même traduction, alors qu'on peut bien imaginer que traduire l'hébreu biblique en grec allait donner naissance à différentes sortes de traductions. Il y a des mots qui sont intraduisibles pratiquement. Mais finalement, miraculeusement, nous dit le texte, ils ont livré le même travail, la même traduction. On pourrait se dire, mais c'est un miracle génial, on devrait célébrer ce moment-là. Pourtant, le texte nous dit que ce jour-là est considéré comme un jour de deuil, avec, symboliquement, 3 jours de ténèbres qui se sont abattus sur terre. Pourquoi ? Parce que le simple fait de traduire la Torah en grec, pour la première fois, c'est la première traduction du texte biblique, finalement fige l'enseignement de vie qui est porté par la Torah. Et lorsque l'on fige cet enseignement, finalement, eh bien, on tue toutes sortes d'interprétations. Et si je tue toutes les sortes d'interprétations, je tue l'autre. Je n'accepte pas, je ne donne pas de place à l'autre et à sa propre interprétation. Donc nous avons effectivement cette idée de Septante qui n'est pas, qui vient enfermer cette traduction biblique dans un futur qui est très dangereux. Est-ce qu'en même temps, le rapport entre l'araméen et l'hébreu, est-ce que cette association de ces deux langues produit quelque chose de nouveau aussi? C'est très, très intéressant parce que lorsqu'il y a eu la traduction en araméen, cette fois-ci, le fameux Targum Onkelos, donc traduction en araméen du texte biblique, là par contre on va nous donner une sorte de cachet de validité. Oui. Mais pourquoi ? Non pas parce que c'est une traduction, mais parce que c'est un commentaire. Voilà, c'est ça, c'est extraordinaire. Lorsque la porte est ouverte aux commentaires, il n'y a aucun problème. Voilà. On peut ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, les maîtres du Talmud ne sont jamais d'accord, ou pratiquement jamais, et ils se disputent. Mais c'est ça le respect de l'autre. Et c'est ça qui m'avait choqué justement dans la Septante, c'est que quand ils sont tombés sur le mot Alma, il n'y a pas d'équivalent en grec de Alma. Et là, ce mot grec veut vraiment dire vierge sans aucun doute. Alors que Alma, c'est plein d'ambiguïté, c'est fille au secret, il y a la racine secret, etc. Jeune fille, qu'est-ce que c'est que jeune fille? Et donc là, on tombe en effet dans une espèce de... C'est terminé, on tombe tout d'un coup dans le mot vierge, bingo, qui va être appelé, traduit plus tard en Virgo. Génial, effectivement, nous pourrions aborder tous les tableaux, toutes vos œuvres, et ce serait véritablement une source d'enseignement et de discussion. En tout cas, Gérard Garous, merci beaucoup, que nous puissions tous être dans cette approche vis-à-vis du beau, vis-à-vis de l'art, de ne jamais se laisser capturer par le beau, mais toujours donner du sens et le rattacher à un sens pour nous porter au-delà même de l'œuvre de l'artiste. Merci. Merci beaucoup.